Bonjour, je suis Baptiste Brincoton. Je travaille au labo de biomécanique de Toulouse et je fais une thèse en ce moment sous la direction du professeur Pascal Swider, également à l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réponse du rachis à l'impact et l'approche avant tout mécanique et qualitative que j'ai décidé de mener. Donc pour faire cette approche, le but était d'explorer les phénomènes mécaniques qui rentrent en jeu lors d'un choc au niveau du rachis. Et donc j'ai décidé de découper l'étude en deux parties. Premièrement, la partie concernant les accidents de voiture, avec un choc frontal avec seulement une ceinture ventrale, et une seconde partie pour modéliser une chute verticale avec un atterrissage sur les pieds ou sur les fesses. Donc le but de cette étude, je le répète, c'est vraiment d'avoir une interprétation qualitative, essayer de trouver les modes globaux de déformation et les zones préférentielles où on a des pics d'énergie, de densité d'énergie. Pour mener à bien cette étude, j'ai décidé de faire une modélisation numérique basée sur un modèle élément fini d'un rachis simplifié. Donc c'est deux dimensions et c'est constitué d'un assemblage de structures avec certaines structures quasiment rigides, que sont les vertèbres, que vous pouvez voir sur l'image de droite, et des structures qui sont beaucoup plus déformables, qui vont prendre en compte les disques intervertébraux et également les tissus mous qui sont à côté. Afin de modéliser le choc, j'ai décidé de rentrer une modification du champ d'accélération par un pic brutal. Et donc pour la chute verticale, nous avons un pic d'accélération qui va vers le bas, et pour le choc frontal en voiture, nous avons un pic d'accélération qui va vers l'avant. Voici ici, je lance les deux vidéos. Donc c'est le cas d'étude du choc frontal en voiture, et les vidéos que vous voyez sont à gauche. Vous voyez les contraintes moyennes qui rentrent en jeu lors de l'impact, et puis à droite, la densité d'énergie élastique de déformation. Et donc, on s'intéresse juste à l'instant final de la simulation pour voir les zones où les densités de contraintes les contraintes et les densités d'énergie sont les plus élevées, et ces zones-là sont situées juste au-dessus des zones de blocage de la ceinture en fait. Et on va décider de regarder un petit peu plus près les contraintes qui s'appliquent. Donc vous avez sur la vidéo à gauche les contraintes en cisaillement au niveau du rachis, et sur la droite les contraintes en compression. Et ce qui est intéressant de noter surtout, donc déjà à nouveau le pic de contrainte juste au-dessus de la zone de blocage, et sur l'image de droite vous voyez ce qui est en rouge correspond aux zones où on a des fortes distractions, et donc là vous voyez la distraction postérieure lombaire juste au-dessus de la zone de blocage, et en bleu par contre seulement une légère compression. Et ces contraintes-là sont a priori caractéristiques des fractures de chance. Maintenant, la simulation concernant la chute verticale, donc d'une hauteur d'environ 10 mètres. Vous voyez toujours à gauche la densité d'énergie élastique de déformation, et puis juste à droite les variations relatives de volume. Ce qui vous permet de voir tout ce qui est en rouge va correspondre plutôt à des zones où on a une distraction, et tout ce qui est en bleu plutôt des compressions. On va s'intéresser à deux instants différents. Donc le premier instant, c'est juste quelques millisecondes après l'impact. On voit qu'il y a deux zones où on a un pic d'énergie qui ressort au niveau de l'énergie élastique de déformation. Le premier pic est situé au niveau lombaire et postérieur. Et en fait, cette énergie-là va en réalité être absorbée par les arcs postérieurs du rachis à cet endroit-là. Donc, ce qui est surtout important de regarder ici, c'est le second pic juste au-dessus, ici, qui lui est beaucoup plus ciblé et qui se situe à la charnière à la zone thoracolombaire. Et ce pic d'énergie pourrait tendre à expliquer la fréquence des fractures burst qu'on a sur ces zones-là. Et si ce n'est pas des fractures burst, au moins des tassements. Le second instant qui est important de regarder, c'est un tout petit peu plus tard, quand on a eu l'onde de choc qui est remontée dans le rachis, et on peut voir en fait que la seconde zone qui est touchée est plutôt entre T4 et T8, et c'est une zone plus étendue où la densité d'énergie élastique de déformation est plus étendue, et cette zone va correspondre plus à des tassements étagés au niveau du rachis.
sur cette dernière planche, hop, on a à nouveau une petite vidéo juste d'une chute de 3 mètres à nouveau. C'est pour montrer que si l'énergie, lorsqu'on chute de 3 mètres, l'énergie n'est pas la même, forcément, on se fait moins mal a priori. Les zones préférentielles qui vont être sujettes à lésion sont à peu près les mêmes, en fait, sont exactement les mêmes, et on n'a pas de changement à ce niveau-là. Donc le bilan, c'est que cette exploration du rachis à l'impact nous a permis de sortir les modes globaux de déformation et de mettre en avant les zones préférentielles pour les lésions qu'on pourra voir apparaître. Et on a pu voir du coup que les zones les plus sollicitées sont dans le cadre du choc frontal en voiture avec une ceinture ventrale, c'est juste au-dessus de la zone d'arrêt, donc on va être L1, L2, et ça va correspondre à des fractures de chance a priori. Et la seconde zone, lors de la chute verticale, on a vu qu'il y avait deux endroits ciblés, c'est la zone thoracolombaire avec préférentiellement parfois souvent des bursts, et une zone plus étendue entre T4 et T8 où on va avoir des tassements étagés. Et donc tout ça pour mettre en avant que ce qui compte vraiment, c'est l'influence de l'alternance entre les zones rigides, quasiment rigides, et les zones déformables. Et donc voilà, ce modèle décrit à peu près bien ce qui se passe. Je vous remercie de votre attention. Je laisse Roxane prendre la suite avec une étude rétrospective.